Camerounais des assurances vit son printemps, peut-on dire. Le chiffre d'affaires des compagnies d'assurance est en nette progression depuis quelques années. Déjà en augmentation de 6,32% en 2023 par rapport à 2022. Les chiffres sont au vert au premier semestre 2024. L'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, ASAC, pointe 155,82 milliards de francs CFA réalisés comparativement à la même période en 2023, une hausse de 5,66% en glissement annuel. Cette croissance est tirée par les assurances non-vie avec 108,24 milliards de francs CFA à la fin juin 2024 contre 103,6 milliards de francs CFA à la fin juin 2023. C'est une évolution de 4,52% portée essentiellement par l'automobile et la maladie. La branche vie et capitalisation est aussi au vert, même si les prestations payés ont reculé de 1,37%. Mais que comprendre de tous ces chiffres? Peut-on se satisfaire des services ou des produits offerts par les assurances au Cameroun lorsque l'on connaît les barrières ou les nuages qui entourent ce secteur considéré comme hermétique et insaisissable par beaucoup? Quelle est la plus-value des 24 compagnies agréées au Cameroun qui pratiquent les opérations d'assurance? Twilight vous apporte les éclairages d'acteurs du secteur, d'actuaires, d'experts en contrôle des assurances et d'hommes de loi. Ce sont des intelligences fleuries et aguerries dont le but est de décrypter pour vous les codes du fonctionnement des assurances au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Une pause et on se retrouve bien installé. Assurance, peut-on s'y fier les yeux fermés? C'est la thématique de Twilight ce soir. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Blaise Hervé Kouki, responsable bureau direct Yaoundé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir aux copanélistes. Merci pour l'honneur que vous me faites d'assister à ce plateau pour édifier le public. Merci. Notamment aussi sur ce plateau, de l'autre côté, en face de vous, docteur Éric Martial Etoundi Atenga, chercheur en sciences économiques et actuaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci pour l'honneur que vous me faites de pouvoir éditer tout l'auditoire sur les questions d'assurance. Et bonsoir également à tous les panélistes. Daniel Mepoubon est risk manager, contrôleur des assurances, ingénieur comptable et financier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette et bonsoir à tous les co-panélistes. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de partager cette session d'assurance avec vous et tous nos auditeurs. Et puis last but not the least, en présentiel, bien sûr, Maître Crépin Djodonga, avocat au barreau du Cameroun et du Nigeria, membre de la Commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette, bonsoir à tous les copanélistes et j'adresse également bonsoir aux milliers de téléspectateurs. Alors, place au débat à présent. On va commencer par une définition. C'est quoi une assurance, notamment docteur Éric Martial Etundinga, chercheur en sciences économiques et actuaires? Alors, une assurance est un système dans lequel on essaye de se protéger contre les conséquences économiques et financières liées à la survenance d'un risque. Et puisque nous parlons de compagnie d'assurance, on dira qu'on parle de contrat d'assurance lorsque un individu
se fait rassurer par un organisme assureur pour la protection des conséquences économiques et financières liées à la survenance d'un risque. À ce niveau, donc, il y a 3 éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est le risque. Le risque qui est un événement dont les conséquences peuvent être positives comme négatives. Le deuxième élément à prendre en compte dans le cadre d'une assurance, c'est la prime. Parce qu'on parle d'assurance lorsque vous payez une prime. Et le troisième élément découle parce que lorsque vous payez une prime, c'est pour bénéficier d'une prestation. Et la prestation vise à garantir la couverture financière liée aux conséquences économiques et financières liées à l'apparition de ce risque. Alors, on parle aussi de 2 branches, notamment assurance non-vie, assurance vie et capitalisation. Il s'agit de quoi? Alors, il faut dire que cette spécificité a été introduite par les directives européennes qui ont été reprises dans notre, notre organisation juridique qui est fixée par le code CIMA. La CIMA qui est la communauté interafricaine des marchés, la conférence interafricaine des marchés de l'assurance qui regroupe 14 pays. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons fait une distinction entre les produits d'assurance vie, qui sont regroupés autour de 2 catégories principalement, des produits d'assurance vie dits en cas de vie, qui sont des contrats d'épargne par lesquels en fait l'assuré paye une prime et capitalise cette prime pour pouvoir bénéficier d'un certain capital s'il est en vie au terme d'une certaine durée. Nous avons également des produits d'assurance vie dits en cas de décès, qui sont par contre des contrats de prévoyance et qui en fait offrent aux souscripteurs de ce contrat de pouvoir garantir la protection d'un tierce. À côté de ces branches ou alors de ce type d'activités qui sont des sociétés d'assurance vie, nous avons des sociétés dites non-vie. Sociétés dites non-vie, et là on va faire une distinction en fonction de la nature de la chose qui est assurée. Nous aurons donc des assurances de personnes, et là vous aurez des assurances maladie. Vous aurez également des assurances de biens, et dans ce cas-là vous allez beaucoup entendre parler de responsabilité civile, de multi-risque habitation, dont les organismes assureurs sont très familiers. Alors, je vous repose la question à vous, Blaise Hervé Kouki, vous qui êtes responsable bureau direct Yaoundé. C'est en quelque sorte une agence d'assurance relevant d'une compagnie d'assurance. Vous, qu'est-ce que vous offrez comme services et produits? Ok, permettez-moi pas vous personnellement, mais les assurances en général. Permettez-moi de revenir aussi sur la définition pour compléter et que mon collègue, le copanéliste a bien étayé. L'assurance, c'est un mécanisme moderne de protection, de gestion des risques auxquels sont exposées des personnes morales ou physiques au quotidien. On peut encore dire, c'est un contrat en contrepartie du versement d'une cotisation, encore appelée prime d'assurance. Voilà. Les services que nous offrons sont multiples. Notre société en particulier fait dans l'assurance vie et dans l'assurance non-vie. Dans l'assurance vie, nous offrons par exemple les produits comme l'éducation scolaire, l'assurance vie. L'éducation scolaire, je vais revenir là-dessus particulièrement. Pourquoi? Parce que imaginez le cas d'un parent, n'est-ce pas, qui est pourvoyeur de fonds, il travaille, il a une famille avec un enfant, disons, qui n'est pas encore scolarisé. Mais au sorti, entre le trajet boulot et maison, il est victime d'un accident et il en meurt. Si ce parent a souscrit l'assurance scolaire pour son enfant, vous savez ce qu'il en vient? À l'âge de la scolarité, l'assureur va se substituer au parent qui va prendre en charge l'enfant sur le plan scolaire. Il va s'assurer de payer la scolarité de l'enfant jusqu'au terme du contrat. Et à la fin du contrat, nous allons verser le capital librement, n'est-ce pas, contracté par le parent souscripteur pour la continuité des études de l'enfant. Donc, vous comprenez très bien que l'assurance, c'est une nécessité, c'est une réalité. Maintenant, pour l'assurance non-vie, je prends le cas d'un incendie
qui vient ravager une maison. Imaginez si vous avez souscrit une assurance. L'assureur vous remet à l'état où vous étiez avant la surveillance du risque. C'est-à-dire, il vous remet votre habitation et les meubles qui vont avec. Donc, en grosso modo, voilà ce que nous pratiquons au quotidien. C'est bien dit, mais aujourd'hui, tenant compte notamment du paysage au Cameroun, vous, notamment Daniel Mepoubon, risk manager, contrôleur des assurances, ingénieur comptable et financier, que dites-vous de l'importance des assurances? Merci Carlette. Par rapport à ce qui concerne l'importance des assurances, il faut dire que l'assurance joue un rôle vraiment majeur pour le développement d'une économie. Notamment sur le plan financier, les assureurs effectuent des placements au niveau du marché financier qui contribuent à financer l'économie. Également, certains investisseurs qui redoutent par exemple un risque d'incendie dans leurs activités, par exemple, peuvent constituer une épargne ou un fonds ou une provision pour faire face aux périls qu'ils redoutent. Et donc, l'assureur intervient à quel niveau? Il intervient à ce niveau pour prendre ces risques, pour éviter à cet investisseur-là de conserver, de constituer cette épargne qu'il devra investir, qu'il devra utiliser pour être résilient le jour où le sinistre va survenir. Et donc, l'assureur intervient à ce niveau pour prendre dans ce risque. C'est pour ça qu'en risk management, nous, on définit l'assurance comme un transfert contractuel pour financement des risques. Donc, c'est une façon de financer son risque rien qu'à travers une prime. Alors, quel regard portez-vous notamment sur le fonctionnement des agences d'assurance au Cameroun? Maître Crépin Njodonga, avocat au barreau du Cameroun et du Nigeria. Déjà, la direction générale du Trésor, de la coopération financière et monétaire du ministère des Finances recense 24 compagnies d'assurance au Cameroun, 15 en dommages, 8 en vie et capitalisation et 1 dans les deux branches. Alors, dites-nous donc, quel regard est-ce que vous portez notamment sur le fonctionnement de ces compagnies d'assurance-là au Cameroun? Oui, merci, Caprita. Peut-être avant d'aller directement à votre question, permettez que je puisse dire un mot, tout en partageant ce qui a été dit en termes de définition de l'assurance par mes co-panélistes. Je voudrais juste que nous soyons d'accord sur certaines expressions basiques qui sont suffisamment importantes, les questions, pour la compréhension du citoyen lambda. Quand on parle d'assurance, il me semble bien, au-delà de ce qui a été évoqué par les uns et les autres, qu'il y a deux notions fondamentales qu'on doit reconnaître et pouvoir expliquer à la dame qui est dehors, au marché, ou alors au monsieur qui se débrouille dans la rue. L'assurance, on a d'un côté un assureur qui est celui-là justement qui offre son service, donc qui est un prestataire de service. Et en amont, nous avons l'assuré, qui est celui qui est bénéficiaire de l'offre de service qui est faite par l'assureur. Alors, donné comme ça, en jouant aux définitions et aux termes qui ont été évoqués par le docteur, et on a ainsi une compréhension suffisamment aisée de l'assurance. Alors, quel est le regard que nous portons sur le marché de l'assurance ou alors sur l'activité d'assurance au Cameroun? Personnellement, je dirais que c'est un regard un peu mitigé parce que il peut être positif, il peut être appréciable d'un point de vue, et de l'autre point de vue, on peut regretter quand même son fonctionnement. En tout cas, la fonctionnalité des activités ou alors des maisons d'assurance ou des agences d'assurance, quelle que soit la terminologie qu'on peut apporter. Alors, je commence par le dernier point, c'est-à-dire ce qu'on peut regretter. Nous avons réalisé, en tout cas moi je réalise en tant qu'avocat, en tant que personne qui est au contact régulier, qui est en contact régulier avec le citoyen, que ce soit dans des procédures ou alors des citoyens qui veulent souscrire à une assurance, il n'y a pas, selon moi, une communication assez suffisante.
des activités de l'assurance. Je veux dire des agences d'assurance. C'est une activité florissante, c'est une activité qui peut faire davantage, mais la communication qui en est faite autour n'est pas toujours orientée vers la personne lambda. Quelqu'un le disait tout à l'heure, peut-être en off, lorsqu'il y a des grandes foires d'exposition, des marchés, je prends par exemple le cadre de promo sans publicité, on a souvent du mal à retrouver ces agences d'assurance que nous voyons joncher nos différentes villes et nos différentes rues. On peut, au pied levé, vous citer par exemple 2 ou 3, 4 assurances reconnues qui font généralement, qui prennent la part belle du marché. Mais en back-office, il y a celles-là, ces assurances qui sont plus proches du citoyen, mais qui ne se font pas ressentir. Et c'est bien regrettable. Ça pose également le problème de l'accessibilité à ces polices d'assurance, à ces assurances-là par le biais des polices. Est-ce que c'est une histoire de taux ou de tarifs suffisamment élevés, auquel cas, qui ne permettent pas aux citoyens de pouvoir y avoir accès de par sa bourse? Donc je pense qu'il y a un travail et c'est davantage intéressant parce que votre plateau est suffisamment représentatif. Il y a une part importante de responsabilité de ces agences d'assurance de mettre un accent particulier sur la communication afin que l'information, en tout cas la vraie et la bonne information, arrive au niveau des personnes qui sont dans le besoin. Parce que ce soit assurance vie ou non-vie, dans tous les cas, nous y sommes astreints à un moment ou un autre de notre vie. Et maintenant, le bon côté, c'est quoi? Le bon côté de l'assurance, c'est que lorsqu'elle est bien faite, à un moment donné, vous pouvez, comme j'aime à le dire, vivre en toute sécurité. Vous avez vu, dans la définition donnée par le docteur tout à l'heure, il y a un élément qui ressort, on vous dit, un événement incertain. Donc, il y a cet aspect d'incertitude. C'est-à-dire, vous pouvez vivre, vous ne savez pas à quel moment le risque va survenir. Or, si vous avez souscrit à une police d'assurance, au moment où le risque arrive, ou alors lorsqu'il survient, vous avez moins de stress. Je préfère le dire comme ça. Vous avez moins de stress parce que vous savez que vous avez assuré déjà, comme quelqu'un l'a dit, vos arrières. Et du coup, vous pouvez y bénéficier de façon suffisamment relative. Mais il y a un autre problème que j'ai noté. C'est ce qu'on appelle la récompense. C'est-à-dire lorsque le risque survient, la procédure pour la réparation, en tout cas, comme la définition le dit, pour le remboursement, peut-être qu'on y arrivera, n'est pas toujours un long fleuve tranquille. D'accord. Alors, vous avez parlé des risques, mais docteur Éric Martial Etoundi Atenga, chercheur en sciences économiques et actuaire, dans quel cas, notamment pour qu'on soit précis à la maison, dans quel cas est-ce qu'il faut recourir à une assurance? Alors, déjà, pour revenir un peu sur le fonctionnement d'une compagnie d'assurance ou d'un organisme assureur, et maintenant comprendre dans quelle situation est-ce que l'on doit recourir à un contrat d'assurance. Alors, une compagnie d'assurance ne fonctionne pas comme l'ensemble des autres sociétés. Dans une société classique, vous savez que pour produire ce meuble, par exemple, vous savez que vous avez besoin du bois, vous avez besoin de la main-d'œuvre du menuisier, et puis vous pouvez déterminer ce que ça vous coûte. Vous voyez, c'est le cycle normal de la production d'une entreprise. Ça veut dire que vous pouvez déterminer clairement quel est le coût lié à votre marchandise. Alors, les organismes assureurs, eux, ils ont plutôt un cycle de production inversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent à l'avance le prix qu'ils vont fixer à travers une prime d'assurance avant de connaître ce que cela coûtera. Vous voyez? On parle de risque. Donc, en réalité, l'organisme assureur évolue dans un environnement de risque où il ne sait pas en réalité le coût du sinistre auquel il devra faire face pour pouvoir indemniser ses clients qui sont les assurés. Alors, c'est dans cet environnement donc, que les compagnies d'assurance évoluent. Et dans quel cas est-ce qu'un individu lambda peut souscrire à un contrat d'assurance? Alors, il y a des situations qui sont quotidiennes pour nous tous. Nous avons des risques qui sont liés à nos maisons. Ça veut dire que vous voulez protéger votre maison contre certains bris, contre des vols, contre des incendies. Et il y a des produits d'assurance qui sont adaptés
on parlait tout à l'heure des produits d'assurance non-vie, et vous parlez encore de la nature de la chose qui est assurée. Vous voyez, ça peut être des choses. Maintenant, vous ne voulez pas faire face à des pertes financières liées à la prise en charge de la maladie. Alors, vous allez vous couvrir contre ce risque. Et puis, il faut dire, le risque, il doit avoir un certain nombre de caractéristiques pour qu'il soit assuré. Donc, vous devez avoir un risque qui est involontaire, ça veut dire qu'il n'est pas provoqué. Vous devez avoir un risque qui est imprévisible, ça veut dire qu'on ne peut pas le prévoir à l'avance. Vous devez avoir un risque qui se répète de manière à pouvoir quantifier la fréquence de survenance. Et donc, dans une situation réelle, vous avez un risque de maladie qui pèse sur vous, sur moi, et de façon générale sur l'ensemble des populations. On peut l'observer dans le temps, à travers des fréquences, à travers des saisons, à travers des périodes de l'année. Et donc, c'est dans cette situation-là que vous recourez à un produit d'assurance. Mais également, vous voulez peut-être laisser un certain héritage à votre famille. Et puis, dans ce cadre-là, vous vous protégez contre les incertitudes liées à votre activité. Et dans ce cas, vous souscrivez à un produit d'assurance vie, dans ce cas-là. Et là, on parle des contrats d'assurance. C'est quoi l'action de souscrire? Alors, la souscription consiste, il y a également un élément à prendre en considération dans le processus d'assurance. C'est que ce n'est pas un produit qui est gratuit. On considère que vous êtes assuré à partir du moment où vous avez payé la prime. Et donc, la procédure de souscription consiste à évaluer le risque que vous présentez ou que vous représentez pour votre assureur. Sur la base de cette évaluation de risque, maintenant, pour pouvoir évaluer un risque, vous avez un formulaire de déclaration de risque qui est généralement élaboré par les organismes assureurs. Et donc, vous remplissez ce formulaire de déclaration de risque et sur cette base, on évalue votre risque et vous payez une prime. Et c'est sur la base du paiement de cette prime-là que vous avez donc l'action de souscription. Je dois vous poser une autre question avant de prendre un tout petit élément concocté par nos équipes techniques et par nos équipes rédactionnelles surtout, votre regard de l'assurance telle qu'elle est faite au Cameroun. Alors, le regard que nous avons de l'assurance au Cameroun, c'est qu'elle présente certaines défaillances. Vous allez voir qu'il y a une concentration de l'activité d'assurance dans les secteurs dits obligatoires. Alors, il y a des assurances qui sont facultatives, c'est-à-dire que vous pouvez souscrire à un contrat vie, ça dépend de vous. Mais il y a des contrats d'assurance qui sont dits obligatoires et c'est essentiellement sur ces segments-là que l'activité d'assurance se cantonne. Alors, vous avez un contrat d'assurance obligatoire, c'est quoi? Ce sont des contrats dont les dommages générés en cas de survenance des risques peuvent laisser le préjudiciable, c'est-à-dire la personne qui a subi le risque, non dédommagé. Et là, on est obligé de protéger le tiers qui va faire face à ce risque-là. Et donc, vous verrez donc que c'est pour ça que l'assurance automobile se développe largement, parce que c'est une assurance obligatoire. Du fait du conducteur, il peut y avoir des sinistres qui génère des dommages corporels pour la personne qui subit ce risque. Il y a également des assurances obligatoires dans le domaine de la responsabilité civile pour certaines professions libérales. Alors, imaginez-vous, vous avez un expert comptable qui réédite vos comptes et qui commet une erreur significative. Cela aura un effet dommageable sur l'entreprise, vous voyez. Et donc, du fait de cette responsabilité-là, de cette responsabilité qui génère des conséquences importante, on est obligé de souscrire à une responsabilité civile obligatoire. Et donc, de façon globale, vous avez énoncé dans vos propos introductifs, c'est que l'assurance est portée essentiellement par la maladie et par, en réalité, des contrats d'automobile, parce qu'à ce niveau, vous voyez, au niveau de la maladie, c'est même encore parce que ces contrats d'assurance maladie sont souscrits par les entreprises au bénéfice de leurs employés. Vous voyez, ce n'est pas le fait des compagnies d'assurance. Ce n'est pas de leur initiative, ce n'est pas leur action commerciale, ce n'est pas leur force de vente qui fait développer l'activité commerciale. Et justement, je vous invite à prendre le pouls de ce que pensent les Camerounais au sujet de l'assurance, ces compagnies qui exercent notamment sur le territoire national. Ce sont des réactions recueillies par Muriel Kimaka. Regardez. Au Cameroun, ce n'est pas toujours ce qu'on pense, parce que la plupart de ceux qui font dans l'assurance ne sont pas souvent très sérieux. On souscrit parfois, quand il y a un accident de circulation, on vous demande d'abord de prendre vos responsabilités avant de leur déposer le dossier. Donc du coup, ça ne fait pas beaucoup confiance. Moi, je n'ai pas confiance aux assureurs, parce que le plus souvent,
tu vas aller t'assurer. Et puis, quand tu as un cas, ils te viennent en aide très tard. Parfois même, ils ne viennent pas. Donc, c'est le pourquoi moi, je ne suis pas avec eux. Faire confiance aux polices d'assurance, c'est beaucoup dire. Parce qu'en réalité, au regard de ce qu'ils ont fait et qui nous environnent, on peut dire qu'il y a beaucoup de pleurs. Du coup, on est dubitatif, on est hésitant. Confiance aux assurances, pas encore pour le moment parce que dans très peu de cas, on a été dédommagé ou alors pris en charge par les assurances. La confiance n'y est pas et c'est pourquoi on tend à ne pas souscrire aux assurances. Vous ne pouvez pas imaginer dans le cas d'un accident par exemple, on se remet à une procédure qui va durer 6 mois, 1 an, 2 ans pour à la fin n'est pas rentrer dans le dédommagement. Face à toutes ces situations, on n'est pas encouragé à souscrire à une police d'assurance. Il y a lieu de se référer à nos cultures, à notre tradition, c'est-à-dire une petite épargne mise à part et qui nous permet de temps en temps, lorsqu'il y a difficulté vraiment, de s'y référer. Parce que voyez-vous, même lorsqu'on souscrit à une police d'assurance, dire à une agence qu'on a eu un sinistre, on a un enfant qui est gravement malade, qui a eu l'accident, la simple procédure à respecter est déjà tout un obstacle pour sauver la vie ou alors pour revenir en possession de ce que l'on a perdu. Du coup, la panoplie de procédures et parfois à la fin, la déception ne nous donne pas la possibilité véritable de s'y engager. Je préfère la cotisation normale parce que je dépose mon argent, je le prends quand je veux pour l'utiliser à l'instant T. Or, aux assurances, tu vas faire les démarches, les documents, on va te dire tu vas sortir de l'argent et tout pour ne rien avoir à la fin. Et même s'il faille que tu aies quelque chose, ça sera très tard. Nos alternatives, c'est qu'on crée une caisse d'épargne à côté où on sait que s'il y a une situation, on peut essayer de résoudre. Donc faire confiance aux assurances, c'est souvent très compliqué. Parfois, vous arrivez qu'ils ont déménagé de leur siège social. Mais alors, des réactions qui interpellent vivement. Blaise Kouki, qu'en dites-vous? Oui, je vais revenir sur l'intervention de Maître qui disait que les assureurs ne communiquent pas assez. Je trouve que mais d'abord ces réactions. Oui, ces réactions participent de la méconnaissance du secteur d'activité. Vraiment. Nous passons le temps à sensibiliser l'opinion, à sensibiliser les clients. Quelle démarche, quel process il faut engager pour rentrer, n'est-ce pas, pour bénéficier d'une indemnisation en cas de sinistre. Mais sauf qu'il y en a qui ne veulent pas, n'est-ce pas, se soumettre à nos procédures. Je vais vous prendre par exemple le cas d'un accident, parce qu'on a évoqué le cas d'un accident de route. La loi dit, puisque le métier d'assurance, il est codifié, on vous a parlé du code civil. La loi dit, n'est-ce pas, quand il y a accident sur la voie publique, il faut un PV qui est établi par une autorité compétente. L'autorité compétente, c'est qui? C'est l'officier de police. Mais si l'assureur vous demande de lui produire le PV pour régler votre sinistre, vous n'allez pas dire que c'est trop demandé. Encore que nous travaillons avec la police, la DGSN. Mais pour vous, tout va bien dans le secteur de l'assurance? Non, il y a des brebis galeuses. Vraiment, la perfection n'est pas... Pas des brebis galeuses, mais est-ce que tout va bien dans ce secteur? Non, je dis bien que tout ne va pas bien parce qu'il y a des brebis galeuses que nous observons dans notre corps de métier. Donc nous en appelons, n'est-ce pas, aux Mais pour les compagnies qui sont sérieuses, nous on parle d'elles. Non, pour les compagnies qui sont sérieuses, tout va bien. À 99%, tout va bien. Je vous ai tantôt dit que ce problème de procédure... Non, ce problème de procédure, il suffit juste longue. Déjà à la souscription du contrat. Sauf malheureusement, les assurés ne lisent pas, n'est-ce pas, le contrat. Ils regardent juste la prime. Ils veulent savoir combien ils payent. Or, plus bas, on vous dit, en cas de sinistre, voilà telle pièce que nous vous réclamons, n'est-ce pas, pour être indemnisés. Ça ne les intéresse pas. Donc, c'est au moment du sinistre qu'ils veulent prendre connaissance du dossier du contrat d'assurance. Est-ce que votre rôle n'est pas de leur expliquer, en fait? Mais cela est fait à la souscription. Nous, chez nous, par exemple, nous avons, n'est-ce pas, des fiches de souscription que nous remettons aux clients. Ils remplissent, ils donnent leurs coordonnées, du moins, ils mettent la fiche à jour. Et maintenant, nous leur expliquons, avant, n'est-ce pas, de leur donner leur assurance, ou de leur dire quel type de garantie vous avez souscrit. Et maintenant, en cas de sinistre, vous aurez droit à telle indemnisation. Je prends toujours le cas de l'assurance automobile. L'assurance automobile,
a plusieurs garanties. Et la garantie qui est obligatoire, c'est la responsabilité civile. Prenons le cas d'un usager qui a fait un tonneau. Ce n'est pas la garantie responsabilité civile qui joue. C'est un tonneau. Est-ce qu'il a souscrit la garantie facultative qui est le dommage de tous accidents, communément appelé tout risque? Que non. Donc, il n'a pas le droit à l'indemnisation. Donc, alors, Daniel Mopobong, apparemment tout semble bien se porter pour Blaise Hervé Kouki, qui d'ailleurs est responsable dans une agence d'assurance. Pour vous, qu'est-ce qui coince au regard de ces commentaires? Bon, au regard de ces commentaires, moi je rejoins un peu Blaise dans son approche. Le véritable problème, c'est l'asymétrie d'information qui existe entre l'assureur et l'assuré. Nous avons constaté que pour la plupart du temps, les assurés ne savent même pas véritablement ce qu'ils souscrivent. Et cela n'a pratiquement rien à voir avec le niveau d'instruction même de l'assuré, parce que nous constatons que nous avons même des assurés qui sont même des professeurs d'université, qui confondent, comme il a dit, l'assurance et responsabilité civile automobile avec la dommage tout accident, avec les dommages tout accident. C'est-à-dire que beaucoup d'assurés, plusieurs assurés ne savent pas que quand on leur donne un contrat ou une police, ils doivent lire, regarder les garanties, regarder les exclusions. Le problème, c'est qu'ils ne lisent pas. Et parfois, les assurés viennent même parfois déclarer des sinistres. Ils viennent déclarer des sinistres qui sont hors période de garantie. Parce qu'ils ne savent pas déjà comment est-ce que l'assurance fonctionne. Ils ne lisent pas le contrat. Ils pensent que dès qu'ils ont payé une prime, ça signifie que quoi qu'il advienne, ils sont assurés. Ils ont souvent l'habitude de dire « je suis assuré ». Et que répondez-vous au problème des procédures longues qui ont été notamment mentionnées dans ces réactions? Je dirais que les procédures longues dans l'instruction des dossiers sinistres dans les compagnies d'assurance trouvent beaucoup plus leur fondement, beaucoup plus en automobile dans l'obtention du PV de constat tel que Blaise le disait. Les PV de constat, il faut l'avouer, c'est le nerf de la guerre. Or, c'est le document fondamental pour l'instruction de tout dossier sinistre automobile. Le gestionnaire sinistre en compagnie d'assurance a besoin de ce document pour pouvoir instruire effectivement le règlement du sinistre. Donc, je dirais que c'est l'une des problématiques majeures qui freinent le processus d'indemnisation dans les compagnies d'assurance. Mais vous semblez dénier cette réalité, le fait que plusieurs Camerounais n'ont pas confiance aux compagnies d'assurance qui exercent sur le territoire national et notamment Dr Eric Martial Etundi Atenga faisait part de ce que la plupart des assurés souscrivent ou alors souscrivent à des assurances obligatoires. Pourquoi pas des volontés innées, volontés naturelles? Pourquoi pas est-ce que les individus choisissent par eux-mêmes d'aller vers vous? Sans publicité pour la maison. En général. Oui, mais particulièrement en général, je ne travaille pas dans toutes les sociétés d'assurance. Je travaille. Vous n'avez pas le pôle de ce qui se passe dans votre secteur d'activité? Déjà, je prends, n'est-ce pas, l'expérience que nous avons, n'est-ce pas, pour la transposer dans le marché. Nous avons développé, n'est-ce pas, des produits adaptés aux individuels. Par exemple, l'assurance maladie. Avant, il y a de cela 5 ans, les compagnies d'assurance n'acceptaient pas les personnes physiques pour la souscription de l'assurance maladie. Aujourd'hui, c'est monnaie courante chez nous à plus d'un chef bénéficiaire. Nous le faisons régulièrement. Et chez nous, même là-bas, Amsterdam trouve son compte. Pourquoi? Nous disons, à 10% de ton revenu, tu peux souscrire une assurance chez nous. Maître, je vous avais déjà posé la question. Je crois que vous avez d'autres arguments au regard de ces réactions rassemblées par Muriel Kimaka. Oui, absolument. Au regard des réactions qui ont été projetées tout à l'heure, ça reconforte un peu l'aspect dubitatif que j'évoquais dans ma première prise de parole. Mais aussi, je suis un peu surpris, peut-être pas surpris, je dirais même un peu amusé par mes co-panélistes responsables d'assurance lorsqu'ils ne veulent pas reconnaître un certain fait qui participe de la réalité. Je pense quand même que reconnaître certains faits nous permettra
de voir dans quelle mesure on peut s'ajuster et améliorer le tir et redresser le tir. Je prends 3 clichés. Il a parlé d'assurance auto. L'assurance automobile, il y a beaucoup de lenteur en termes de... Nous sommes d'accord en termes de dommage, mais qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est proposé par ces agences d'assurance pour pallier à ces problèmes? Évidemment qu'il y a une solution. Il y a une solution, puisque moi qui suis assuré, je vais contacter mon assureur et lui dire, écoute, j'ai été victime d'un accident de la route, de la circulation. À tel endroit, à tel endroit. L'assureur sait désormais où ça s'est produit. L'assureur a la possibilité de mettre la main sur l'officier de police judiciaire qui a dressé le procès verbal de constat. Même si ce dernier ne peut pas le lui transmettre, ne peut pas donner à la victime le procès verbal pour qu'il achemine au niveau de son assureur. Mais l'assureur, étant donné l'urgence et l'importance, peut-être qu'il y a une vie, peut-être qu'il y a ainsi de suite, il peut se déplacer et aller au niveau de l'officier de police judiciaire, au moins pour avoir une copie et engager la procédure. Mais non, nos amis et frères restent dans leurs locaux en attendant simplement que la victime, peut-être qui a la priorité d'aller se faire soigner, s'administrer les soins, puisse revenir plus tard avec les soins. Ça, c'est un problème. L'autre problème que j'ai également observé, et nous sommes d'accord, ils vous ont dit tout à l'heure, c'est une information. Il y a un problème d'information. Ah oui, mais je pense que l'information, la personne qui doit donner exactement l'information, c'est l'assureur. Si l'assureur a devant lui un citoyen lambda qui est venu pour souscrire à une police d'assurance, c'est à l'assureur de lui dire en détail de quoi est-ce qu'il est question. Vous n'allez pas remettre un document à quelqu'un qui vient à vous s'assurer et puis lui, bénéficiant peut-être, je vais dire, d'un doute positif parce qu'il ne connaît pas en réalité de quoi il est question, il va se battre comme il peut et puis il vient vous remettre. Et vous, sachant ça, vous allez prendre le document, le classer en attendant le jour où le risque va survenir pour lui dire que non, vous n'avez pas souscrit à la bonne police et tout. Je trouve quand même ça suffisamment dangereux, non? Malhonnête peut-être, voilà. Les assureurs, dangereux, les assureurs se doivent, et ça participe de l'éducation du citoyen. Et c'est ce côté-là que je voulais également souligner. Nos chers frères et amis des assurances doivent éduquer les masses en ce qui concerne les prises de police d'assurance, afin que chacun, en sachant, en venant s'assurer, qu'il sache exactement ce qu'il est en train de faire. Ça ne doit pas être un piège à haut risque ou alors ça ne doit pas être une embuscade. Moi, je prends par exemple notre secteur d'activité. Il est obligé pour ceux qui prêtent serment de souscrire à une police d'assurance. Parce que vous pouvez avoir un cabinet qui s'en va en feu et un cabinet d'avocats, c'est des centaines de vies des personnes et des intérêts. Alors si vous n'avez pas une police d'assurance, et la police est bien indiquée, je ne ferai pas de publicité, mais la police est bien indiquée, celle à laquelle il faut souscrire. Alors si moi je prends une police d'assurance qui n'est pas indiquée, et que l'assureur, lui qui sait quel est le type de police d'assurance que les cabinets d'avocats ou alors que l'avocat doit souscrire, il va me laisser souscrire une police d'assurance qui n'est pas indiquée, mais c'est dangereux pour lui. Je trouve quand même ça assez malvenu. Et il y a une autre situation que j'observe. Il y a les assureurs, c'est mal le nom m'échappe un peu, et puis il y a les coursiers, c'est pas trop. Les courtiers, voilà, les courtiers. Et on parle de ces agences qui ferment à tout vent. Comment comprendre cela? Oui, permettez-moi de dire un mot sur sa prise de parole pour dire que au niveau de l'assurance de responsabilité civile automobile, nous avons allégé des procédures avec le système IDA, qui est l'indemnisation directe des assurés. Mais pour, n'est-ce pas, des dommages qui sont est-ce que l'assuré est abandonné dans cette procédure-là? Est-ce que vous les aidez? Si nous les accompagnons. Mais comment comprendre le fait que... Il nous arrive même d'intervenir auprès des officiers de police judiciaire pour obtenir des PV. Et qu'est-ce qui justifie cette méconnaissance des la mamelle nourricière d'un assureur, c'est qui? C'est son client. Donc, nous avons une obligation sociale, morale, d'accompagner le client. Docteur Eric Etundi Atenga, vous allez réagir notamment à ma question qui est celle de savoir comment comprendre les chiffres positifs présentés par ASAC
alors qu'on a tous ces problèmes qui tournent autour de la méconnaissance même de ce qu'est l'assurance au Cameroun? Alors, vous voyez, très simplement et très trivialement, vous voyez que le diagnostic est fait. L'assurance est tirée par les secteurs obligatoires. On parle tous là d'automobile, la branche automobile. C'est parce que c'est une assurance obligatoire. On a parlé de la maladie. Est-ce que vous savez pourquoi la maladie présente ces chiffres assez reluisants? C'est simplement parce que l'essentiel du chiffre d'affaires ou de la prime émise dans le cadre de l'assurance maladie est porté par les entreprises qui souscrivent pour le bénéfice de leurs salariés et de leurs familles. C'est ça qui tire le chiffre. Oui. Maintenant, même si on va dans la branche vie et capitalisation, le diagnostic est fait. C'est pas le fait en fait de l'initiative commerciale. Et en réalité, il est dû par des contrats d'épargne collectif, notamment l'indemnité de fin de carrière. C'est ça qui fait le chiffre des compagnies d'assurance. Vous voyez, c'est pas en fait le fait des compagnies d'assurance. C'est pas en fait qu'elles impulsent. On n'a pas parlé ici des produits d'assurance agricole. Vous savez qu'il peut y avoir des produits d'assurance agricole qui protègent. Vous avez combien de compagnies d'assurance qui vous proposent ce type de produits? Vous voyez, il ne participe pas au développement en fait, de l'activité d'assurance. C'est porté essentiellement par le secteur des assurances obligatoires et puis des assurances collectives. Même s'il a expliqué que la compagnie dans laquelle il exerce commence à accepter de plus en plus des produits d'assurance individuels dans le domaine de l'accident. Donc vous voyez, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire avancer l'activité de l'assurance? Alors, c'est d'essayer d'imaginer des contrats qui soient taillés à la mesure des citoyens et aussi des entreprises, des besoins des entreprises. Je vais prendre le contrat taillé pour les individus. Il y a des contrats d'épargne qui ne sont pas nécessairement adossés parce que nous savons que lorsque vous épargnez à travers une compagnie d'assurance, vous êtes limité à travers le taux technique de la CIMA qui est de 3,5%. N'est-ce pas? Alors ça, ce sont des contrats d'épargne libellés en francs CFA. Mais vous savez qu'il y a également des contrats d'épargne qui peuvent être développés et qui sont adossés sur des instruments financiers. On parle plutôt de contrats d'épargne libellés en unité de compte. Combien de compagnies d'assurance vie capitalisation les proposent? Pourtant, nous avons des agents qui ont suffisamment d'argent et qui voudraient bien placer cet argent et qui ne voudraient pas forcément souscrire et avoir une rémunération de 3,5. Vous avez également des contrats en branche non-vie qui peuvent répondre aux besoins des activités agricoles. Vous avez des assurances bétail qui peuvent être développées. Vous avez des activités agricoles. Connaissez les mécanismes de tarification qui sont liés, parce que vous savez, comme je vous ai dit, étant qu'actuaire, vous devez concevoir des produits et proposer des tarifs qui correspondent à la nature du risque qui est souscrit. Et donc, en réalité, il faudrait une ingénierie derrière, développer de plus en plus dans les unités, les départements techniques, les départements de production, des contrats qui correspondent aux besoins réels de la population. Mais dans ce contexte, tant est-il, quelle est donc l'importance de ces compagnies d'assurance-là dans un pays comme le Cameroun? Déjà signalé qu'en 2023, Thierry Kepeden, le président de l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, affirmait que ces chiffres en augmentation, en nette progression, demeure loin des attentes et du potentiel réel du marché. Et selon lui, il faut davantage développer le marché de l'assurance afin qu'il contribue à hauteur de 2% du PIB, conformément notamment à la stratégie nationale 2030. Ok. Alors, il faut savoir, c'est vraiment loin des attentes parce que nous sommes dans une conférence interafricaine des marchés de l'assurance. En fait, c'est une sorte d'association des pays qui regroupe 14 pays dans lesquels nous avons le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'en termes de prime émise, nous sommes très loin derrière la Côte d'Ivoire, pays qui est économiquement comparable au Cameroun. Je ne dirais même pas qu'on n'atteint même pas la moitié de ce que la Côte d'Ivoire fait comme émission de prime. Vous voyez? Et donc, en réalité, c'est parce que nous avons une activité qui est très restreinte. On parle de ça. Maintenant, est-ce que, compte tenu du dimensionnement de l'activité d'assurance, on peut réellement compter sur le secteur d'assurance pour pouvoir réaliser l'objectif fixé dans la SND 30? Oui. Parce qu'en réalité, l'activité d'assurance est portée par l'activité économique. On évoquait tout à l'heure, lorsque vous produisez, vous avez besoin d'une couverture financière pour pouvoir sécuriser votre production. Et plus votre production augmente, plus la base sur laquelle la prime d'assurance est fixée est grande. Et donc, le volume devrait en réalité correspondre au niveau de l'activité du Cameroun. Or, on ne le fait pas.
justement parce que, vous voyez, il n'y a pas de produits d'assurance qui soient dimensionnés à l'appareil de production du Cameroun. Allez-y, vous souhaitez répondre à ça. Oui. Non, c'est pas tout à fait vrai. Peut-être, comme je le disais, il y a la sous-information. Le secteur d'assurance a nettement évolué. Vous parlez même de hausse, mais c'est une hausse qui est même très faible parce que nous n'avons pas encore pénétré 3% du marché. Donc il y a encore un vivier, il y a encore une niche à aller chercher pour relever ce niveau. Comme il disait, ça dépend aussi de l'environnement économique du pays. Vous-même, vous pensez que l'assureur va faire quoi par rapport à cet environnement dans lequel il vit? Quel est le problème? Non, mais le problème, c'est le niveau de vie, le chômage ambiant. Donc, les investissements qui ne suivent pas comme on l'espérait. Donc, voilà les niches, voilà les cibles des assureurs. Donc, quand l'investissement ne suit pas, notre marché aussi prend, justement. On évoquait tout à l'heure, il y a l'activité agricole qui a besoin de couverture. Oui. Pourquoi vous n'attaquez pas cette niche? C'est pour ça qu'on dit, alors que le Cameroun est un pays qui dépend beaucoup de sa production agricole. Agricole qui est de 60% par ailleurs. Oui, ben, ce sont des produits qu'il faut élaborer. Il est actuel, il a bien dit, il y a l'ingénierie qui est derrière. Donc, ils ont, n'est-ce pas, ils ont aussi un travail à élaborer des produits et à proposer des primes d'assurance irrélatives. Alors, c'est une chaîne. Oui, Daniel Mepoubon, risque manager, contrôleur des assurances, ingénieur comptable et financier. Comment davantage développer le marché de l'assurance au Cameroun? Merci Carlette. Je pense que pour développer effectivement le marché des assurances au Cameroun, il faut déjà passer par la communication. Il faut une éducation assurantielle. Et l'éducation assurantielle ne se limite pas qu'aux personnes physiques, parce que nous nous rendons compte que même les personnes morales n'ont pas cette éducation assurantielle. Au Cameroun, par exemple, il existe à peu près 14 assurances obligatoires, mais il n'existe pas de moyens coercitifs pour s'assurer de l'effectivité de ces entreprises-là à la souscription de ces assurances obligatoires. Or, l'assurance obligatoire, pour moi, c'est un levier. C'est un levier pour le développement du secteur des assurances parce que quand une assurance obligatoire existe, je prends par exemple la RC Automobile, lorsque un assuré RC Automobile vient devant un souscripteur, il lui dit, bon voilà la RC Automobile que vous êtes en train de souscrire, vous couvrez rien que contre les dommages que vous causez aux tiers. Maintenant, si vous voulez qu'on vous couvre vous, votre personne, ou bien votre véhicule également, voilà les garanties dommages que vous pouvez prendre. Et cela permet de transmettre ce message à ces avantages de l'assurance. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient souscrire à une assurance obligatoire, on peut lui proposer des assurances facultatives. Par exemple, maître peut venir chez moi pour souscrire à son assurance obligatoire RC professionnel parce qu'il est avocat. Je lui dis, mais maître, tu as également une maison. Tu peux souscrire à la multirisque habitation, par exemple. Encore savoir ce qu'il gagne ou alors ce qu'il va perdre. Parlons des procédures après pour parler notamment des primes à rembourser. On va marquer une pause dans cette édition de Twilight qui vous revient dans quelques instants. À tout de suite. Bon retour sur le plateau de Twilight. Le débat se poursuit sur les assurances. Peut-on s'y fier les yeux fermés? Et parmi ces cas qui dérangent notamment le circuit de distribution fait des compagnies d'assurance, des courtiers et des agents généraux, tout un tas qui notamment perd. C'est bien cela, Monsieur Kouki? Oui, c'est bien cela. Il faudrait savoir que dans notre métier, il y a une classification. Nous avons à la tête une compagnie d'assurance. Ensuite, nous avons des courtiers. Le courtier a la latitude de travailler avec plusieurs compagnies d'assurance. Et au bas de l'échelle, nous avons des agents généraux. Or, l'agent général, n'est-ce pas, il est astreint à travailler avec une seule compagnie d'assurance. Maintenant, il faudrait savoir que le citoyen lambda qui va souscrire une police d'assurance, qu'il sache qu'il est en train d'aller soit chez un courtier, soit chez un agent général. Ce sont des intermédiaires. Ils ont l'obligation, n'est-ce pas, de transmettre les contrats, n'est-ce pas, souscrits et la prime qui va avec.
Or, généralement, vous allez trouver que les courtiers, ils ont fait souscrire des contrats, mais ils retiennent encore des contrats à leur niveau, encore moins les primes. Mais entre-temps, le sinistre, lui, va arriver. Le sinistre n'attend pas. Le sinistre peut arriver au premier ou au dernier kilomètre. S'il arrive au premier kilomètre, n'est-ce pas, on va voir sur le papier, sur l'attestation d'assurance, le nom de la compagnie d'assurance. Entre-temps, le dossier n'est pas encore au niveau de la compagnie d'assurance. Donc, voilà autant de lenteurs, voilà, n'est-ce pas, autant de mots dont nous faisons face dans le métier. Mais nous ne cessons de dénoncer ces lenteurs auprès de l'autorité de tutelle, n'est-ce pas, qui a maintenant, qui prend son temps pour sanctionner ou pour sensibiliser le courtier en question. Mais voilà. Comment est-ce que ce potentiel assuré-là est censé savoir que là, il fait face notamment soit à un courtier, soit à un agent général? Oui, ça participe de la sensibilisation. Il faudrait, n'est-ce pas, que le potentiel client qui va dans une maison d'assurance, il doit demander, n'est-ce pas, à la maison en question, est-ce que j'ai affaire à un courtier ou à un agent général, encore moins à une compagnie d'assurance. Donc, et en plus, il y a aussi les emblèmes, il y a aussi le papier en tête du courtier qui peut le guider. Par exemple, il y a un courtier qui a pignon sur rue ici, on l'appelle assureur. Non, il n'est pas assureur, c'est un intermédiaire d'assurance. Je me réserve de citer son nom. Il est bien connu dans le marché camerounais. C'est un intermédiaire d'assurance. Donc, il vend les produits pour les compagnies d'assurance. Daniel Mepoubon, oui. Au sujet notamment de ce circuit-là qui fait problème, comment détecter notamment, comment savoir qu'on ne s'adresse pas à la porte indiquée? Bon, comment savoir qu'on ne s'adresse pas à la porte indiquée? Tout va, je dirais, de la sensibilisation, parce que tant que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir qu'en allant chez un courtier, il s'agit effectivement d'un courtier, tant que vous ne connaissez pas. Donc tout va de la sensibilisation. Donc les assurés doivent être sensibilisés sur savoir qui prend effectivement le risque. Parce que lorsque un courtier même vous délivre une police d'assurance, sur l'attestation d'assurance, il est marqué pas le nom du courtier, parce que ce n'est pas lui qui prend le risque, il est marqué le nom de l'assureur. Donc c'est l'assureur qui prend le risque. Ça veut dire qu'en cas de survenance de sinistre, vous pouvez vous diriger directement chez votre assureur, pas chez votre courtier. Vous pouvez vous diriger directement chez votre assureur. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans sa cuisine interne du courtier pour savoir s'il reverse la prime ou pas. Dès que l'attestation d'assurance engage la compagnie d'assurance, vous avez le droit de vous diriger vers la compagnie avec votre police. C'est peut-être maintenant au tour de la compagnie d'assurance d'interpeller son courtier pour savoir effectivement pourquoi vous n'avez pas reversé cette prime, pourquoi vous n'avez pas envoyé la production à temps et tout, pour essayer de voir si ça ne cache pas une certaine fraude. Alors, docteur Eric Martial Etoundi Atenga, vous avez certainement rencontré dans la rue, il y a des agents qui vous abordent et vous parlent d'assurance. Qui sont-ils? Pourquoi ce flou? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de flou. En fait, l'organisation du circuit de distribution des produits d'assurance, il est connu, il est réglementaire. C'est-à-dire que nous avons des courtiers d'assurance qui distribuent pour le compte des sociétés d'assurance. Et c'est en réalité aux sociétés d'assurance de mener l'ensemble des diligences nécessaires, l'ensemble des vérifications pour s'assurer de la crédibilité, de la solidité et puis même du sérieux du courtier qui va distribuer ces produits d'assurance. En réalité, si vous détectez des cas de défaillance, il est de votre ressort en réalité, il incombe de votre responsabilité parce que c'est vous en fait qui autorisez le courtier à distribuer votre produit d'assurance. Vous pouvez également, sur la base de certaines diligences préalables que vous menez, donner une fin de non-recevoir à la distribution de vos produits d'assurance. Donc en réalité, le circuit est organisé de manière à permettre qu'en réalité, dans le cadre d'une distribution à travers un courtier d'assurance, c'est en réalité renforcer le B2B. Le B2B, c'est quoi? C'est la relation clientèle. Alors, une compagnie d'assurance, c'est en réalité une institution qui n'a pas toujours l'ensemble ou la couverture géographique nécessaire pour toucher l'ensemble des agents à besoin de couverture d'assurance. Vous voyez? Et donc, c'est pour cela qu'on donne la faculté à ces compagnies d'assurance de faire distribuer leurs produits par des sociétés de courtage en assurance qui, elles, peuvent se déployer beaucoup plus aisément qu'une compagnie d'assurance qui sont pour la plupart concentrées dans la ville de Douala-Yaoundé. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de flou. Ce sont des règles du marché. Ce sont des mécanismes de distribution, de commercialisation des produits d'assurance. Il appartient donc à la société d'assurance de
mener des diligences en amont. Maintenant, en aval de procéder à une surveillance réglementaire qui se fait au niveau de la Direction nationale des assurances, mais également au niveau de la CIMA. Et en cas d'escroquerie, comme on a l'habitude de le voir, à qui la faute? Alors, en cas d'escroquerie, je ne suis pas juriste, je crois que Maître va mieux étayer ces éléments. Alors, tout ce que nous pouvons proposer, c'est des mécanismes de surveillance de ces risques-là. C'est de se dire, on doit mener un ensemble de vérifications sur les bilans de ces sociétés de courtage pour s'assurer qu'elles ont une certaine solidité financière. Et puis également, qu'elles utilisent à bon escient les primes qu'ils auront été. Parce qu'en réalité, le courtier, lui, il ne prend qu'en réalité sa commission d'apporteur d'affaires, ou alors la commission d'acquisition. Et puis, il est tenu de reverser la prime à la compagnie d'assurance qui prend en charge le risque en cas de sinistre. Maître? Oui, je pense pour ma part qu'il y a effectivement un flou. Voyez-vous, je comprends très bien les explications des uns et des autres, mais je pense qu'il y a un flou. Un trop plein d'acteurs dans un secteur précis entraîne forcément un flou. C'est partout. C'est dans tous les corps. Alors, le flou, pour moi, la question c'est, est entretenu par qui? C'est la question à laquelle nous devons nous poser. Le flou, ou alors le flou bénéficie à qui? Nous avons un assureur, nous avons un courtier et nous avons un agent général. Tout ça pour un seul et même objectif final, c'est-à-dire assurer le citoyen lambda. Alors, vous avez posé la question, en cas d'escroquerie, qu'est-ce qu'on fait? Mais la responsabilité est celle de l'assureur. Parce que c'est lui qui accepte, comme c'est dit, selon les textes, que le courtier puisse vendre ses produits. Et d'ailleurs, et ça me rappelle un cas d'ailleurs, le courtier travaille non pas avec son intitulé, c'est-à-dire son en-tête, pour pouvoir convaincre quelqu'un. En tout cas, moi, pour me convaincre, il doit venir avec des écriteaux, des inscriptions d'un papier en tête d'une compagnie d'assurance bien connue. Et c'est avec ça que ces gens se baladent ici dehors pour convaincre les gens. Donc, s'il y a demain ou après-demain un problème relatif à la procédure d'assurance, on va se retourner tout de suite vers celui dont l'en-tête figure sur les papiers détenus par le courtier. Ça veut dire simplement que, à ce niveau, pour moi, il faut faire un simple toilettage. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y a un travail de fond et de je sais pas, il a utilisé une expression, un travail de toilettage en réalité qu'il faille faire pour découvrir qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Sinon, on se retrouve dans la rue et la première victime, c'est le citoyen qui, lui, ne connaît pas en réalité la différence entre le courtier, l'agent général et l'assureur, la compagnie d'assurance. C'est comme vous pouvez dire, quelqu'un ne connaît pas la différence entre un avocat et un avocat stagiaire. Je vais vous faire une confidence, un avocat stagiaire n'a pas droit à ouvrir un dossier. Un avocat stagiaire n'a pas droit d'avoir ses propres clients parce qu'il travaille sous le regard de l'avocat qui est titulaire de la charge. C'est la même chose, un agent d'affaires qui est sur le terrain ne peut pas plaider un dossier. Donc si vous allez devant un agent d'affaires, c'est pour qu'on se comprenne en termes, si vous allez chez un agent d'affaires, en termes de droit, il va vous présenter une note ou alors un papier, une carte de visite où il y a le nom d'une société civile pour sein d'avocat ou alors le nom d'un avocat connu. Et là, lui, il travaille derrière. C'est entendu. Alors, Daniel Mepoubon, les assurés, notamment ces citoyens-là, potentiels assurés, est-ce qu'ils bénéficient vraiment d'une protection au Cameroun? En ce qui concerne la protection des assurés, je dirais déjà que le code CIMA qui régit l'organisation et le fonctionnement des compagnies d'assurance dans notre zone est rédigé dans l'intérêt même des assurés et bénéficiaires de contrats. Et donc, par son organe qui est la CRCA, l'autorité de contrôle, la Commission régionale de contrôle des assurances, lorsqu'elle effectue ces contrôles sont généralement orientés dans l'intérêt des assurés et bénéficiaires de contrats. Donc, quand on est victime, vers qui se tourner? Justement, on peut se tourner vers la CIMA. Ils ont un site, vous pouvez leur écrire directement pour dire que voilà, vous avez eu un sinistre avec telle compagnie et vous n'avez pas pu obtenir une indemnisation, par exemple. Vous pouvez vous retourner vers la DNA, par exemple, également.
vous pouvez vous retourner même vers l'association, la SAC, l'association des sociétés d'assurance, qui pourra aussi intervenir en cas de non-paiement d'un sinistre dû. Alors, comment ça marche ailleurs? Parce que qu'est-ce qui fait notamment la force des systèmes d'assurance ailleurs? J'ai envie de vous poser tout d'abord la question, Blaise Hervé Kouki, responsable bureau direct Yaoundé. Oui, ailleurs, comparativement par rapport en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, il y a déjà la digitalisation, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, un levier qui pousse le produit vers les consommateurs. Le marché de la Côte d'Ivoire, il est vraiment florissant par rapport au Cameroun. Or, nous traînons encore au niveau de la digitalisation de l'attestation automobile. Vous voyez déjà, par exemple, le ministère des Finances est en train de mettre des mécanismes de déclaration des impôts et tout. Ça traîne. Ça traîne. Or, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, je pense qu'il y a déjà une avancée remarquable à ce niveau. Donc, c'est le climat qui sera vraiment sain et serein qui nous permettra de mieux avancer dans le secteur des assurances. Maître, comment ça marche ailleurs? Qu'est-ce qui réussit? Qu'est-ce que vous avez constaté? Oui, malheureusement, comparaison n'est toujours pas raison, mais il faut avouer qu'ailleurs, précisément les pays que j'ai visités sont des pays anglo-saxons. Ça commence à être compliqué si on le dit comme ça, parce que dans les zones anglo-saxonnes, par exemple à Accra, c'est un système bien établi, suffisamment digitalisé et je veux me dire automatisé. À peine vous avez souscrit à une police d'assurance, si vous avez un quelconque pépin, où que vous soyez, la simple carte que vous avez, la carte d'assurance, je ne sais pas déjà si au Cameroun on a des cartes d'assurance digitales, la simple carte d'assurance que vous avez, avec le premier téléphone Android qui est à votre portée, vous signalez, vous mettez un code QR, vous le signalez et puis on vous répète, vos assureurs vous répètent tout de suite et il prend les informations et il est prompt à réagir, que ce soit en assurance maladie ou alors assurance automobile telle que nous avons évoqué tout à l'heure. Et ça participe également, en tout cas malheureusement, de la haute technologie. Je n'ai pas envie de dire que nous n'avons pas encore atteint ce point, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il faille encore faire pour Alors docteur Eric Martial Etoundi Atenga, actuaire, chercheur en sciences économiques, peut-on envisager notamment un climat de confiance entre les assurances et les assurés au Cameroun pour sortir? Alors, disons que le travail de l'assurance, principalement, c'est de limiter en fait ce manque de confiance. L'assurance est là pour justement réduire les asymétries d'informations dont on parle. Le travail de l'assureur, c'est rassurer le sinistré potentiel à travers la mise en place d'un certain nombre de mécanismes et de procédures. Et là encore, pour essayer de limiter en fait ces affaires, moi je parlerai beaucoup plus de la dématérialisation des procédures de règlement des sinistres. Ça veut dire que vous avez besoin justement dans votre dossier sinistre de constituer un certain nombre de pièces. Au lieu de rester figé sur des aspects papier qui en réalité alourdissent la procédure et contribuent en réalité à faire perdre la confiance vis-à-vis du système, il est beaucoup plus simple d'aller sur des procédures qui soient dématérialisées. Au-delà de cet aspect, parce que ça c'est vraiment au niveau de la procédure, la dématérialiser, faire des saisies, des règlements, des déclarations en ligne. Il y a également la procédure de digitalisation de la souscription. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin, vous allez peut-être me dire s'il y a des procédures de souscription digitale à travers des sites internet. C'est-à-dire que nous... Ça existe, voilà. Ça existe. Nous on a déjà commencé à implémenter. Voilà, donc il faut peut-être communiquer davantage sur ce type de mécanismes pour pouvoir renforcer la confiance que les potentiels assurés ont vis-à-vis des assureurs. Et on espère bien que la conscience sera rétablie, notamment entre la population et ses compagnies d'assurance. Voilà ce qu'il y avait à dire sur ce débat assurance. Peut-on s'y fier les yeux fermés? Une dernière réponse, oui ou non? Oui, je dirais oui aveuglement. Vous savez, ça fait déjà plus de 20 ans que je suis dans ce secteur et il nourrit son homme, il nourrit des familles. Donc... Oui aussi. Effectivement, une assurance, c'est une assurance. Ça veut dire quand vous décidez de vous assurer, ça veut dire qu'il y a l'assurance. Donc vous pouvez vous y fier tranquillement, les yeux fermés. Maître.
Ah ben, les yeux fermés, c'est un risque. Déjà, ça va même dans, je vais dire, dans l'un des critères juridiques d'un contrat d'assurance. C'est un contrat de bonne foi. Donc, c'est un contrat basé sur la confiance. Alors oui, il faut faire confiance à l'assurance, mais il faut quand même qu'il y ait des efforts de la part des compagnies d'assurance pour rassurer, de manière à créer un climat de confiance vis-à-vis des assurés potentiels. Donc oui, mais avec des efforts à faire. C'est donc tout pour cette édition de Twilight, édition du mardi 26 novembre 2024. Merci à vous quatre d'être venus en présentiel sur ce plateau. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous de nous avoir regardés. Restez en compagnie des programmes de CRTV News qui se poursuivent. Bonsoir.